Bon après-midi tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour notre webinaire éducatif sur MGOS et myélome multiple indolent. Avant qu'on passe à la présentation, j'aimerais m'introduire. Je suis Gabriel Ecolasodo. Je suis directeur des sciences et recherches chez Myélome Canada. Et avant de commencer, j'aimerais juste remercier nos commanditaires, nos partenaires de l'industrie qui nous ont octroyé des subventions pour faire ces webinaires-là. Sans leurs appuis, ce serait vraiment difficile à faire nos webinaires. Alors, merci à Amgen, Binding Site, BMS, Janssen, Takeda et Sanofi. Tous nos webinaires, ils sont enregistrés. Ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, vous allez sur la chaîne sur youtube.com ou même sur votre téléphone, sur l'application YouTube ou sur votre tablette. Vous allez là et dans la barre de recherche, vous tapez Myeloma Canada ou Myelome Canada. Une des premières choses que vous voyez, c'est notre chaîne pour joindre. Alors, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce bouton-là et aussi en cliquant sur la petite cloche, ça vous va donner les notifications chaque fois qu'on introduit une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Alors, vous pouvez aussi vous rendre à nos webinaires sur notre site web myelome.ca. Vous cliquez sur le bouton ressources et après sur vidéo éducative. Ça va vous apporter à la chaîne YouTube. Dans cette section-là aussi, vous trouverez nos infoguides. En cliquant sur nos infoguides, vous pouvez retrouver un des infoguides les plus récents qu'on a développé. C'est l'infoguide MGOS et le myélome multiple indolent. Alors, bien évidemment, c'est un complément à ce webinaire pour avoir même d'autres informations ou répondre à d'autres questions que peut-être aujourd'hui, on ne pourra pas répondre. Alors, avant de commencer, pour poser des questions sur l'application GoToWebinar, vous tapez la question, même sur la tablette ou sur le téléphone, vous cliquez sur question, vous tapez la question, je vais recevoir les questions et on va les poser à notre présentateur aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous introduis au Dr Jean-Sébastien Claveau, qui est hématologue et fellow en myélome multiple au Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Bonjour, Dr. Claveau. Merci beaucoup d'avoir nous joindre aujourd'hui. Donc, bonjour. Donc, mon nom, c'est Jean-Sébastien Claveau. Je suis hématologue, médecin et fellow en myélome multiple à Mayo Clinic au Minnesota, aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter sur le MGUS et le myélome indolent. Alors, tout d'abord, le MGUS, en fait, ce que ça veut dire, c'est une gamopathie monoclonale de signification indéterminée. En fait, c'est la traduction francophone du terme monoclonale gamopathie de signification indéterminée en anglais. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas tout à fait avec l'abréviation. Tout d'abord, avant d'aller plus en détail sur le MGUS et le myélome indolent, je veux juste réexpliquer un peu comment tout ça fonctionne. Dans notre sang, dans notre corps, en fait, on a des globules blancs qui sont nos soldats ou ce qui nous défend en particulier contre les infections. Dans ces globules blancs-là, il y a les plasmocytes. C'est eux, vous allez voir, qui sont responsables du MGUS, du myélome indolent et aussi du myélome multiple. Ces globules blancs-là, ces plasmocytes, ils vont fabriquer des anticorps. D'habitude, ce sont des anticorps qui sont normaux, qui sont assez variés, puis qui nous permettent de nous protéger contre les infections, que ce soit des bactéries, des virus ou toutes sortes d'autres problèmes. Toutefois, comme vous voyez dans le graphique du bas, parfois, notre corps, notre moelle osseuse, se met à produire des plasmocytes qui sont anormales. Ces plasmocytes anormaux-là vont également produire un anticorps qui va être anormal, qu'on va appeler la M-protéine. C'est ce qu'on va retrouver chez les personnes qui ont un MGUS ou encore un myélome indolent. Le problème avec ces anticorps-là qui sont anormaux, cette M-protéine, c'est que parfois, elle va avoir tendance à aller se lier, à aller se jumeler avec d'autres organes, comme le rein, des fois la peau, des fois les nerfs ou toutes sortes d'autres endroits dans notre corps, puis ça peut causer des dommages. Puis l'autre chose, c'est que ça peut évoluer aussi. Les plasmocytes peuvent avoir différentes mutations, peuvent acquérir une clonalité, puis ils peuvent devenir cancéreux.
Quand on parle de cancer, on parle de myélome multiple et non pas là, de MGUS. Donc, c'est un peu là ce que je vais essayer de vous expliquer. Il y a donc un continuum entre, ici, on a le MGUS qui va évoluer vers le myélome indolent et plus tard vers le myélome multiple. C'est associé évidemment à nos anticorps qui sont anormaux. Ils vont être présents en quantité plus importante plus on évolue à travers vers le myélome multiple. Puis également, la même chose pour nos plasmocytes qu'on voit dans les dessins en haut. On voit qu'il y en a plus, mais on voit aussi qu'ils deviennent malins, qu'ils deviennent cancéreux à certains moments. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que le MGUS, ce n'est pas un cancer. Ça signifie seulement qu'on a une protéine qui est anormale dans notre sang. Parfois, oui, le MGUS peut progresser, peut évoluer ou se transformer en myélome multiple. Puis c'est à ce moment-là qu'on va parler de cancer, mais ça ne va pas arriver chez tous les patients. L'autre chose qui est importante, l'autre notion, par exemple, c'est que le myélome multiple, il va toujours être précédé par un stade de MGUS, même si souvent, on ne va pas détecter le MGUS, on va juste trouver directement que le patient est rendu au stade de myélome. Mais probablement que si on l'avait suivi auparavant, on aurait vu qu'il avait développé un MGUS avant là, son évolution là, vers le cancer. Mais comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas parce qu'on a un MGUS qu'on va nécessairement avoir la forme cancéreuse. Puis je vais essayer de vous démontrer ça là, un petit peu plus loin. Alors, tout d'abord, la première question, souvent que les patients nous demandent, c'est est-ce que le MGUS est fréquent? En fait, ce qu'on sait, c'est que plus on avance en âge, plus notre chance d'avoir un MGUS, d'avoir une protéine qui est anormale dans notre sang, elle devient élevée. Cette probabilité-là est un petit peu plus élevée aussi chez les hommes que chez les femmes, comme vous voyez ici là, sur la figure. Donc, la courbe du haut, ce sont les hommes, puis la courbe du bas, ce sont les femmes, par rapport à la probabilité dans la population de trouver là, un MGUS en fonction de l'âge. Donc, on voit qu'à peu près là, entre 80 et 90 ans, à peu près là, 5 là, des femmes vont avoir un MGUS versus un 7-8 là, des hommes. C'est en moyenne, mais c'est pour vous donner une idée. Alors que c'est beaucoup moins fréquent chez les personnes âgées de 50 ans ou moins. On va le retrouver là, dans moins d'1% là, de la population. Donc, plus on vieillit, plus le risque est grand. Les autres facteurs de risque, en fait, à part l'âge de développer un MGUS, sont l'ethnie. On en voit plus fréquemment là, chez les personnes là, afro-américaines en particulier. Également, les personnes qui ont été exposées à différents produits chimiques, à des radiations, à des pesticides, ont également un risque augmenté là, de présenter un MGUS. Il y a également un risque familial. Par risque familial, j'entends en fait si un parent du premier degré, donc si notre père, si notre mère ou encore notre frère, notre sœur a eu soit un MGUS, soit un myélome, mais à ce moment-là, on parle qu'il y a un risque à peu près là, de 2 à 3 fois plus élevé de développer nous aussi un MGUS dans notre vie. Toutefois, actuellement, même si en général, même si notre famille présente un myélome ou un MGUS, il n'y a pas d'indication claire de dépistage. Je ne vous dis pas que dans le futur, il n'y a pas des choses que ça ne changera pas, mais actuellement, on ne fait pas nécessairement là, de dépistage d'emblée. Puis ici, en fait, donc, c'est pour vous démontrer un peu en fait, le risque de développer un MGUS si un de nos proches en est aussi atteint. Donc, on regarde ici là, la courbe du bas en gris pâle, c'est la population là, en général. Donc, comme on a dit tantôt, là, plus on vieillit, plus le risque là, devient un peu plus important. Puis, on voit que c'est un peu la même chose quand on a un proche qui a eu un MGUS, mais que ce risque-là, là, il est un peu plus élevé. Ça demeure que c'est un risque qu'on considère quand même faible, mais il est quand même un peu plus important, donc à peu près là, 2-3 fois plus important. Par la suite, en fait, une des questions qui vient avec ça, est-ce que ça vaut la peine de faire un dépistage en général dans la population? On sait, par exemple, avec le cancer de l'intestin, le cancer du sein aussi, qu'un dépistage précoce peut permettre de trouver une maladie qui est à un stade peu avancé, puis permet un traitement précoce, puis souvent permet une meilleure évolution, une meilleure survie dans le temps.
Toutefois, avec le MGUS, bon, un de nos premiers problèmes, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'études sur ce sujet-là. Il y a actuellement là, au moins 2 études qui se font, qui vont peut-être nous donner là, plus d'informations dans le futur là, quant à l'indication de faire un dépistage précoce chez les personnes qui ont des proches qui sont atteintes du MGUS, mais aussi dans la population en général. Donc, pour l'instant, on ne recommande pas de dépistage, mais c'est à suivre. Puis, une des études, je pense, qui est les plus intéressantes que je voulais juste vous présenter, en fait, c'est l'étude iStop, qui est une étude qui est faite en Islande, où des chercheurs ont décidé en fait, de dépister, de tester une grande partie de leur population, puis de les suivre par la suite s'ils trouvent un MGUS. À ce moment-là, ils ont fait différents groupes, dont un groupe qui aura, si on trouvait un MGUS, il n'y avait pas d'autres suivis qui étaient nécessaires. Puis, il y avait un autre groupe qui avait un suivi beaucoup plus intensif. Le but de tout cela va être de pouvoir démontrer est-ce que ça vaut la peine de faire du dépistage. Toutefois, l'étude vient de commencer il n'y a pas si longtemps, donc on n'a pas encore de données là, à vous présenter à ce sujet-là, mais ça va être quelque chose qui va être à suivre puis qui pourrait peut-être changer là, beaucoup de choses dans le futur. Une autre chose qui est très importante, en fait, c'est le risque, si on a un MGUS, de progresser ou de se transformer vers un myélome multiple, donc vers la forme cancéreuse. On dit en général qu'il y a à peu près une probabilité de 1% de progression par année pour les patients qui ont un MGUS. Donc, c'est quand même une probabilité qui est assez faible, mais c'est certain que si, par exemple, on est diagnostiqué à l'âge de 50 ans, puis que la personne, disons, on suppose qu'elle vivrait jusqu'à l'âge de, par exemple, 80 ans, bien, elle aurait un 30% de chance de développer là, un MGUS au courant là, de sa vie. L'autre chose qui est quand même aussi importante à savoir, c'est que probablement le moment où le risque est le plus élevé de développer le MGUS est dans la première année qui suit le diagnostic. On parle qu'à ce moment-là, c'est peut-être même un petit peu plus élevé que 1%, on serait plus proche là, du 2%. Fait que c'est souvent l'année qui est cruciale où c'est important d'avoir un suivi là, dans cette première année-là. Les autres, en fait, facteurs de risque, en fait, de progression, donc de transformation du MGUS vers le myélome multiple, bien, en fait, c'est plutôt simple. Plus on a une taille de notre M-protéine qui est importante, plus on en retrouve dans le sang, bien, plus le risque de progresser est élevé. Également, la sorte de la protéine peut aussi dicter le risque de progression. Puis, c'est certain que si on trouve, si vous avez une biopsie de la moelle osseuse, puis il y a beaucoup de plasmocytes, donc beaucoup de nos globules blancs qu'on retrouve dans notre moelle osseuse, bien, le risque de progression est également plus élevé. Est-ce que on dit que le MGUS a un peu une signification indéterminée. En général, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais que un médecin a dit que ça ne cause pas de problème, que c'est asymptomatique. La majorité du temps, c'est vrai, mais ça arrive qu'on voit des patients qui peuvent présenter certains symptômes. En particulier, un peu comme on a dit, même si une petite quantité de protéines, elles peuvent quand même aller se lier à différents endroits dans votre corps puis causer des problèmes. En particulier là, au niveau des reins, au niveau des nerfs, au niveau de la peau également, où notre protéine peut aller donner du trouble. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que si par exemple vous avez été diagnostiqué d'un MGUS récemment, puis que vous avez des lésions sur la peau qui sont un peu inexpliquées ou encore des engourdissements dans les pieds, dans les jambes, des fois ça vaut la peine juste d'en glisser un mot à votre médecin. En général, ça se peut que ça soit pas du tout relié, mais parfois ça peut être associé là, avec le MGUS. Puis c'est pas nécessairement plus associé à un risque de transformation vers le myélome ou de ce côté-là. Ensuite, en fait, si on est atteint d'un MGUS, quelle est notre probabilité de survivre ou quelle est notre probabilité
notre espérance de vie. Donc, sur ce graphique-ci, on voit la courbe en grise, en fait, qui est la population générale, donc qui est la survie attendue. Puis, la courbe en bas, en fait, ce sont des patients qui ont un MGUS. Donc, on regarde à peu près à 10 ans après le diagnostic du MGUS. On voit que dans la population générale, il y a à peu près 58% des patients qui vont toujours être en vie versus 42% des patients qui sont atteints de MGUS. Là, vous allez me demander peut-être pourquoi la survie de la population en général à 10 ans est de 58%. Bien, c'est en fait, comme on a dit tantôt, en général, quand on est diagnostiqué d'un MGUS, on est plutôt âgé, de plus de 65-70 ans. Donc, c'est pour cela que la survie n'est pas de 100% là, à 10 ans. C'est pas comme si les patients avaient 20 ans là, au diagnostic. Finalement, en fait, dans les bilans qui vont être faits par votre médecin quand on retrouve un MGUS, en fait, on va toujours vouloir s'assurer qu'il y a une formule sanguine. On veut s'assurer que, en particulier, qu'il n'y ait pas d'anémie. Donc, que les globules rouges, qui sont une autre cellule qu'on retrouve dans le sang, soient normales. On va vérifier aussi le calcium, puis on va vérifier la fonction des reins. Pourquoi on vérifie ces trois choses-là? En fait, c'est en particulier parce que le myélome, donc qui est la forme cancéreuse, on va retrouver une anémie, on peut retrouver une augmentation du calcium, puis on peut retrouver aussi des problèmes rénaux. On va vérifier l'électrophorèse des protéines et le dosage des chaînes légères. Ça, en fait, ce sont les deux manières qu'on utilise pour aller mesurer, pour aller quantifier là, la protéine qu'on retrouve dans votre sang. En général, votre médecin devrait aussi demander une collecte d'urine 24 heures pour aller vérifier aussi s'il y a présence de la protéine dans vos urines. Après cela, selon en fait l'évaluation qu'on va avoir, chez certaines personnes, il peut être nécessaire d'aller faire une biopsie de moelle osseuse et de l'imagerie, en fait, des photos des os. Mais c'est seulement recommandé chez une portion, une partie des patients qui ont un myélome, ceux qui ont plutôt un haut risque de transformation ou des symptômes inexpliqués ou des anomalies là, inhabituelles au niveau des prises de sang. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les patients qui ont un MGUS qui vont avoir une biopsie de moelle osseuse, même c'est plutôt une minorité, là. Puis ici, c'est plutôt là, comme référence, mais pour vous référer en particulier là, par rapport aux critères qui vont nous emmener là, à faire la biopsie de moelle osseuse ou pas quand on suspecte là, un MGUS chez un patient. Puis finalement, pour le suivi, un peu comme je disais tantôt, une des choses qui est le plus importante, c'est que après le diagnostic, ça prend un deuxième rendez-vous à peu près là, 6 mois après le diagnostic. La raison de cela, c'est que dans la première année, c'est en général là que le risque de transformation est le plus élevé. Donc, c'est là que c'est vraiment important d'avoir un deuxième suivi avec un contrôle des prises de sang pour s'assurer que tout est stable, qu'il n'y a pas eu d'évolution. Par la suite, le suivi, il y a quelques années, en fait, on suivait pas mal pour le restant de nos jours nos patients aux 6 à 12 mois. Maintenant, en fait, on va décider un peu le suivi selon le risque de transformation du MGUS vers le myélome multiple. Chez les patients qui sont à faible risque, à ce moment-là, ça peut être très adéquat de juste de pas faire de suivi ou pas nécessairement faire de suivi des prises de sang. Mais chez les patients qui sont à risque intermédiaire ou élevé, mais là, ça nécessite un suivi annuel à chaque année pour s'assurer que tout est stable. Ou parfois, des fois, c'est un petit peu plus fréquent, là, donc aux 6 mois, là, dépendant là, de l'opinion de votre médecin. Par la suite, je vais vous parler du myélome indolent. Donc, le myélome indolent, ce qu'il faut savoir, d'un, on n'a pas vraiment de statistiques ou de proportions à vous donner de combien de patients qui ont un MGUS qui vont évoluer vers le myélome indolent. Souvent, même, les patients qui vont évoluer du MGUS vont évoluer souvent plutôt rapidement vers le myélome multiple, puis on ne verra pas nécessairement le myélome indolent là, passer.
Le myélome indolent, comme le MGUS, est en général asymptomatique. Donc, souvent, c'est trouvé aussi fortuitement sur des prises de sang qui servaient à chercher là, quelque chose de complètement là, différent. La différence avec le MGUS, c'est qu'en fait, le fardeau clonal est plus important et plus élevé. Donc, notre protéine dans le sang, sa quantité va être aussi présente en quantité plus importante. Ou ça peut être la même chose pour s'il y a une protéine qui est présente dans l'urine. On va également trouver plus de plasmocytes dans la moelle osseuse, où on dit entre environ là, 10 et 60 alors que dans le MGUS, on devrait plutôt retrouver là, moins de 10 là, de plasmocytes là, dans la moelle osseuse. Puis, comme avec le MGUS, on ne devrait pas retrouver là, de lésions au niveau des os, il ne devrait pas avoir d'anémie, il ne devrait pas avoir non plus d'augmentation du calcium, puis il ne devrait pas avoir d'insuffisance rénale chez une personne qui a un myélome indolent. Sinon, ben, c'est là qu'on va plus s'inquiéter que la personne est atteinte d'un myélome multiple. Donc, je vous ai remis ici un peu les critères là, de diagnostic. Là, ça peut être un peu aride, mais bon, en résumé, là, je pense que ce qui est quand même important là, de savoir, c'est que le crabe, qui sont notre hypercalcémie, notre atteinte des reins, l'anémie et les lésions osseuses, devraient être seulement présentes dans le myélome multiple. On ne va pas en retrouver dans le myélome indolent ni dans le MGUS. Puis que sinon, souvent, la biopsie de moelle osseuse, malheureusement, même si elle est inconfortable, nous permet de nous aider à grader et à classifier la maladie au sens où, en moins de 10 on parle plutôt d'un MGUS et en haut de 60 ben, on s'inquiète pour le myélome multiple. Puis entre les deux, on est en général là, plus dans le spectre du myélome indolent. Le risque, en fait, qu'une personne qui a un myélome indolent de progresser vers un myélome multiple est relativement plus élevé que chez une personne qui a un MGUS. Vous allez me dire, bon, ça fait quand même du sens dans le contexte où la personne avec un myélome indolent a une charge clonale plus de M-protéines qu'une personne qui a un MGUS. Donc, ici, ce graphique-là, c'est un peu ce que ça l'exprime. Donc, on disait tantôt, une personne qui a un MGUS, à peu près 1% par année de se transformer vers le myélome multiple. Donc, si on regarde en bas ici à 5 ans, on voit qu'il y a 4-5% de risque de progression, mais tandis que quelqu'un qui a un myélome indolent, il est plutôt à 50% à 5 ans. Donc, après 5 ans de suivi ou 5 ans après le diagnostic, il y a à peu près une personne sur deux qui va avoir évolué du myélome indolent vers le myélome multiple. Puis, si on veut être donc un peu plus précis, on dit donc à peu près un 10% par année pendant les 5 premières années. Après ça, de la 5e à la 10e année, c'est à peu près 3% par année qui vont évoluer vers le myélome. Puis, une fois les 10 premières années passées, bien là, à peu près, c'est seulement 1% qui vont évoluer vers le myélome. Donc, si, par exemple, vous avez un myélome indolent, puis ça fait 10 ans, 11 ans qu'on vous suit, ben c'est souvent bon, puis que vous n'êtes pas transformé vers le myélome multiple, mais c'est souvent bon signe parce que après ça, souvent la probabilité, elle devient moins importante de développer la forme cancéreuse. Un peu comme dans le MGUS, avec le myélome indolent, on va essayer de stratifier en fonction du risque de transformation. Pour ça, en fait, on va, puis peut-être que votre médecin va vous en parler, mais on utilise une règle qui s'appelle le 20-2-20. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on regarde le pourcentage ou la quantité de protéines qui est dans notre sang, puis on va voir si le risque est plus élevé ou moins de se transformer. Donc, je vous ai mis ici là, rapidement, si on a plus de 20% de plasmocytes dans notre moelle osseuse ou si la présence de la protéine dans la prise de sang est plus grande que 2 grammes par décilitre, ou si les chaînes légères sont augmentées en haut d'un certain ratio, mais si on a ces 3 critères-là, on va avoir une maladie à haut risque
qui est à plus grande chance de progresser que quelqu'un qui aurait aucun de ces critères-là qu'on voit sur la ligne noire là, en bas. On voit même qu'une personne là, qui est à haut risque, donc à peu près vers 120 mois, la grande majorité, sinon tous les patients, vont avoir développé là, un myélome multiple. Donc, c'est en particulier là, chez ces patients-ci actuellement là, qu'on va cibler là, un traitement pour essayer là, de faire une intervention précoce. Actuellement, il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur ce traitement précoce-là. Les deux qui sont disponibles, qui ont été publiées, les plus intéressantes, sont avec du dénalidomide et de la dexaméthasone, qui est une sorte de cortisone. Ce sont tous les deux des pilules qui se prennent par la bouche, puis qui ont été données à des patients qui ont un myélome indolent à haut risque. Puis ce qu'on voit, en fait, la courbe, en fait, c'est la probabilité de progression ou la probabilité d'aller vers le myélome multiple. Donc, en bas, c'est 0%, puis vers le haut, ça serait 100%. Puis ce qu'on voit, la courbe en bleu, en fait, c'est les patients dans cette étude-là qui ont reçu le traitement versus la courbe en rouge, les patients qui ne l'ont pas reçu. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'à 3 ans, les patients qui ont eu le traitement ont beaucoup moins progressé vers le myélome multiple que les patients qui ont eu le placebo ou qui n'ont pas eu de traitement là, actif. La deuxième étude sur le même sujet est avec le même traitement, donc encore le lénalidomide et la dexaméthasone, où on a regardé à gauche encore la probabilité de progresser. On l'a fait un peu à l'envers, disons, mais on voit en rouge que ce sont les patients qui ont reçu le traitement et en bleu, les patients du groupe observés ou non traités. Puis on voit là, en bleu qu'à peu près là, vers 90 mois, il reste peut-être 10-15% des patients qui n'ont pas progressé, mais tous les autres, presque 90% ont progressé vers le myélome, alors que chez les patients qui ont été traités, il y a environ seulement là, à peu près un 40% là, qui ont progressé vers le myélome. Puis sur la figure de droite, en fait, ce qui est intéressant, c'est la survie des patients. Donc, c'est savoir est-ce qu'ils sont décédés ou non au courant de cette étude. Puis, on voit que les patients qui ont été traités, encore là en rouge, ont une meilleure survie que ceux qui n'ont pas été traités. Donc, de un, ça laisse penser que le traitement semble sécuritaire et efficace. Et de deux, également efficace au point peut-être de retarder la progression vers la forme cancéreuse en donnant une meilleure espérance de vie. Par la suite, en fait, on s'est dit, pourquoi qu'on ne ferait pas un traitement encore plus agressif avec plus de médicaments, un peu comme on traite le myélome multiple, mais pourquoi qu'on ne traiterait pas le myélome indolent de la même manière? Donc, une des études qui est en cours actuellement, pour lesquelles je n'ai pas de résultats à vous présenter, mais où on a repris notre lénalidomide et la dexaméthasone, puis on a rajouté un troisième médicament, une troisième pilule par la bouche, pour essayer d'avoir encore une meilleure réponse, une réponse encore plus profonde, pour essayer de prévenir la progression vers le myélome multiple. Donc, c'est une étude qui est plutôt intéressante. Mais bon, on n'a pas de résultats encore disponibles, mais ça pourrait s'avérer assez prometteur. Finalement, on a encore une autre étude qui est aussi en réalisation où les chercheurs ont pris encore le lénalidomide avec la dexaméthasone, puis on a rajouté 2 autres médicaments qui s'appellent le bortezomib et le daratumumab. Ces 2 derniers médicaments-là, en fait, se donnent seulement en injection sous-cutanée. C'est pas en pilule, donc c'est sûr que des fois, ça apporte un peu plus de contraintes parce que il faut se déplacer soit dans un centre de perfusion ou à l'hôpital pour avoir le traitement qui dure là, pendant quand même 2 ans. Mais ça va permettre un peu de répondre à la question, est-ce qu'un traitement plus agressif, plus précocement, va permettre d'avoir une meilleure évolution, puis peut-être même permettre
de guérir la maladie, puis d'éviter la progression vers le myélome multiple. Donc, c'est quelque chose d'autre qui va être à suivre dans les prochaines années. Finalement, la dernière étude que je voulais vous présenter, en fait, c'est avec du metformin. Donc, ce n'est pas une pilule de chimiothérapie ou d'immunothérapie, contrairement aux autres pilules qu'on a parlé. C'est plutôt, en fait, un traitement qu'on utilise de manière assez fréquemment pour le traitement du diabète de type 2. Puis l'une des questions qu'on se demande, c'est qu'on a tendance à penser que ça pourrait possiblement diminuer le risque de progression vers le myélome multiple. Donc, dans cette étude-là, des patients qui ont soit un MGUS ou un myélome indolent sont traités ou reçoivent le metformin ou aucun traitement pour voir si ça peut prévenir l'apparition du myélome. Ce sont des patients qui, en général, n'ont pas de diabète. Puis, ça va être plutôt intéressant parce que ça pourrait donner une autre option avec moins de risques ou moins d'effets secondaires, en particulier pour prévenir le développement du myélome. En conclusion, en fait, ce que je pense qu'il est important de retenir, c'est que c'est important si vous avez un MGUS d'avoir un suivi à 6 mois après le diagnostic pour s'assurer qu'il n'y a pas de transformation vers le myélome multiple, pour s'assurer que tout est stable. Si on trouve un myélome indolent, à ce moment-là, c'est important d'avoir un suivi encore plus rapproché. On dit en général aux 3-4 mois, surtout si la forme est assez à haut risque et qu'il n'y a pas de traitements qui sont débutés parce qu'il y a un risque, comme vous avez vu, plus augmenté de développer un myélome multiple. Puis finalement, je pense que l'autre chose qui est à retenir, ou la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que pour le myélome indolent, pour les formes à haut risque, il y a des traitements précoces qui sont disponibles. Il y en a probablement d'autres aussi qui vont être disponibles dans les prochaines années pour permettre une meilleure espérance de vie, une meilleure qualité de vie aussi à long terme. Puis, on va espérer peut-être pour permettre de guérir la maladie, puis de prévenir la transformation vers le myélome multiple. Alors, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, Dr. Claveau, pour toutes ces infos. Beaucoup à digester. Alors, je vais juste vérifier ici avec les questions. OK, juste, j'ai quelques questions aussi. Alors, je vais juste, pendant que je regarde les questions qui sont rentrées, je vais juste poser une question. Alors, on a parlé du MGUS et que on n'a pas, avec un MGUS, c'est généralement asymptomatique. Mais est-ce que quelque chose comme le MGUS vous met la personne à plus haut risque, par exemple, des problèmes avec les os ou avec les problèmes avec le système immunitaire? Bien, c'est certain que effectivement, en particulier avec les os, il y a certaines études qui montrent que les personnes qui ont un MGUS peuvent avoir un plus grand risque d'avoir, par exemple, de l'ostéoporose. Puis donc, possiblement d'avoir des fractures à cause de l'ostéoporose. Donc, oui, ça peut être un problème qui peut être associé au MGUS. Puis, ça peut être pertinent, parfois, c'est pas nécessairement quelque chose que on pense, que des fois, surtout en hématologie qu'on pense, mais des fois, ça vaut la peine d'en glisser un mot au médecin de famille, de revérifier une ostéodensitométrie, particulièrement si en plus vous êtes une femme ménopausée, c'est clair que ça peut être pertinent. Est-ce que par la suite, du côté plus immunitaire, est-ce qu'il y a un risque augmenté d'infection? Par exemple, avec la COVID, qui est probablement le sujet de l'heure actuellement, ce qu'on semble voir, c'est que les patients, par exemple, qui sont vaccinés, développent une bonne réponse, puis ils sont protégés, comme la population en général, contre les infections. Mais c'est sûr que oui, il peut y avoir une certaine probabilité un petit peu plus élevée d'être plus
immunocompromis ou un peu plus fragiles, disons, contre les infections, mais c'est vraiment pas comme une personne qui a un myélome multiple ou qui a la forme cancéreuse, là, où que là, c'est beaucoup plus problématique, là. OK, merci beaucoup. Et je pense que, autre que le COVID-19, dans le passé, est-ce qu'il y avait quelques études où ils démontraient que le système immunitaire était un peu moins efficace que la population générale, c'est ça? Oui. Ouais. OK. Mais Merci. on n'a pas beaucoup nécessairement de données sur ce sujet-là, là, en particulier, là. Mais Beaucoup d'études à faire. ouais. L'autre chose qu'on n'a pas discuté du tout, c'est oui que le MGUS ou le myélome indolent, ils peuvent évoluer à un myélome multiple, mais il y a aussi l'amylodose qui il y a cette maladie-là, mais est-ce qu'il y a d'autres maladies aussi? C'est quoi? Est-ce que c'est principalement le myélome ou est-ce que ça peut aller d'autres directions? Ben, en général, c'est vers le myélome. Il y a aussi une sorte de lymphome ou de maladie de Waldenstrom qui peut se présenter un peu sous forme de MGUS puis qui peut évoluer vers là. Il y a d'autres maladies aussi qui sont associées au MGUS puis qui peuvent faire toutes sortes d'autres problèmes qui sont différents, un peu différents là, du myélome. Donc, oui, il y a d'autres possibilités, mais disons qu'en général, c'est pas mal le plus fréquemment, là, c'est le myélome multiple quand ils vont se transformer ou sinon une autre sorte là, disons, de lymphome là, et l'amyloïdose. Là. Mais Okay. bon, je pense pour la simplicité des choses, j'ai essayé de pas trop. Non, non, c'est ça. Non, je comprends, mais juste parce que j'ai quelques questions qu'on reçoit beaucoup de fois des personnes me demandent si des autres maladies. Alors, je veux juste être Ouais. sûr qu'on couvre tout. Ben, On a puis parlé en de partie, la. Ouais, vas-y. peut-être des fois l'autre chose le plus fréquent qu'on retrouve, qu'on appelle le poems, là, qui sonne un peu comme un poème, là, mais Ouais. qui est un MGUS chez une personne qui a souvent des problèmes, là, des engourdissements, des neuropathies, qui peut avoir des problèmes aussi, là, souvent un gros foie, une grosse rate, puis des choses comme ça. Là. Je dirais que c'est peut-être l'autre chose là, le plus fréquent là, qu'on peut retrouver. Là, mais on s'entend, là, c'est des choses qui sont plutôt là, rares et OK. Plus rare que inhabituelles, le qu'on ne voit pas myélome. fréquemment, mais qui peuvent exister. OK. C'est parfait, merci beaucoup. On a parlé aussi de la biopsie de la moelle osseuse et qu'il y a certains patients avec un MGUS qui reçoivent ça, puis ce n'est pas tous les patients qui reçoivent une biopsie de la moelle osseuse. Mais pour moi, je suis un peu confus quand j'entends ça parce que, par définition, pour avoir un MGUS, est-ce qu'il faut savoir le pourcentage de plasmocytes? Non. Alors, c'est quoi les raisons qu'on fait ça vraiment versus comment est-ce que quelqu'un avec un MGUS peut être diagnostiqué avec un MGUS s'ils ne font pas de biopsie de moelle osseuse? Oui, ben en fait, on ira pas. C'est sûr que le problème, en fait, l'enjeu, je pense, premier avec la biopsie de moelle osseuse, c'est que ben, ça le dit, là, c'est une biopsie, c'est quelque chose de, disons, d'invasif, de pas nécessairement confortable pour les patients, qui ressemble un peu à aller chez le dentiste pour avoir un plombage ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que autant les patients n'aiment pas beaucoup ça que les médecins, quand on peut l'éviter, on essaye de l'éviter. Probablement que si on avait un test sanguin qui pourrait permettre de le remplacer, ben c'est certain qu'on le ferait probablement chez tous les patients. Là, ce qu'on fait en fait avec la biopsie de moelle osseuse, pour répondre à ta question, c'est qu'on essaye de sélectionner les patients, puis ceux qui n'ont pas une quantité de notre M-protéine en quantité importante, ceux qui sont pas au risque donc de progresser vers le myélome indolent ou le myélome multiple, bien ceux-là, on évite la biopsie de moelle osseuse, puis on opte plutôt pour le suivi là, des prises de sang là, dans quelques mois, dans 6 mois, pour s'assurer là, que tout reste stable. Fait, puis en général, la probabilité d'avoir un myélome multiple, si le restant des autres marqueurs, le restant des prises de sang, les reins, le calcium,
il n'y a pas d'anémie. C'est plutôt faible, là, voire très peu probable, là. Fait que c'est pour ça que on évite chez certains patients là, de faire la biopsie de moelle osseuse parce que probablement que ça ne nous apporterait pas grand-chose de plus de toute manière. On dirait, ah ben oui, il y a 1-2% de plasmocytes, mais ça ne changerait pas grand-chose là, à notre conduite. Là. Puis c'est plutôt là, les recommandations là, du groupe international là, de myélome, l'IMWG, d'éviter de faire une biopsie de moelle osseuse chez ces patients-là. Là. À moins que, c'est sûr que s'il y a aussi quelque chose d'inhabituel, ben là, par exemple, il y a un MGUS avec une atteinte au niveau des reins, mais rien d'autre. Ben là, des fois, on va être un peu plus, on prendra pas de chance, puis on va faire la biopsie de moelle osseuse. Là. Mais bon, c'est pour un peu essayer d'avoir l'approche le plus possible centrée sur le patient, puis éviter de faire des examens qui sont inutiles. Là. Donc, c'est une balance, c'est ça. Ben, c'est ça. OK. Merci. Alors ici, quel problème de santé porterait un médecin à investiguer plus loin qu'un bilan sanguin régulier? Alors, c'est quoi les tests pour investiguer le MGUS ou le myélome indolent qui sont les plus importants autres que le bilan sanguin? Fait que, autre que le bilan sanguin, ben en fait, bon, il y a la biopsie de moelle osseuse qu'on a parlé, puis sinon, ben c'est l'imagerie. Donc, c'est sûr que en général, quand on fait la biopsie de moelle osseuse, on va faire aussi de l'imagerie. Donc, des photos là, de tous les os, du crâne, des bras, des jambes, du thorax, de la colonne et du dos, pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion là, également qui pourrait être plus associé là, au myélome qu'on retrouverait là. En général, c'est pas mal ça, là, les investigations qu'on va faire. C'est sûr que si on suspecte une autre maladie autre que le myélome, on se demande si c'est pas plus un lymphome, on se demande si c'est pas autre chose, ben là, ça se peut que les investigations dévient vers autre chose. Mais en général, là, c'est pas mal là, les investigations là, qui sont nécessaires. Là. Merci. Quel est le lien entre le risque du MGUS et le cancer du sein? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien, le MGUS et le cancer du sein, pardon? Ben, en général, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas non plus, il y a différentes mutations disons, problèmes génétiques qu'on peut retrouver là, dans le cancer du sein et aussi dans le myélome multiple, mais qui sont différentes là, les uns des autres. De plus, le cancer du sein en particulier, là, il y a une mutation qui est associée là, à différents cancers, dont le cancer du sein, des cancers gynécologiques, des choses comme ça, mais on ne retrouve pas là, cette mutation-là chez les patients là, qui ont le myélome. C'est vraiment disons, spécifique au cancer du sein puis à d'autres cancers, là, mais pas au myélome multiple. Là. OK. Merci. Alors, c'est peut-être la dernière chose, c'est que ça reste que le MGUS est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans la population, surtout avec l'âge, au sens où, si on en trouve à 80 ans, à peu près chez 5-6% des femmes, ben ça se peut très bien que certains de ces 5-6% des femmes-là développent aussi un cancer du sein parce que ça reste que c'est deux maladies qui sont fréquentes. Là. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut le retrouver là, chez la même personne, là, juste parce que malheureusement, c'est fréquent. Oui, alors, parce que je pense que dans l'étude iStop-MM, ils ont vu que la prévalence du MGUS dans la population était, je pense, c'était 5%, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est correct? Oui. Ouais. Alors, puis c'est important, je pense, à dire que cette étude-là, ça a pris presque toute la population de l'Islande qui est dans cette étude, c'est ça? Exact. Puis, on n'a pas vraiment d'études non plus, par exemple, canadiennes, au sens où les études que je vous ai montrées, c'est très américain. Il y en a beaucoup ici au Minnesota, il va y avoir l'étude en Islande. Mais, tu sais, chaque population est différente, a une ethnie, une origine différente, qui peut quand même faire varier peut-être de quelques points de pourcentage là, cette prévalence-là, là, vers le haut ou vers le bas. On ne sait trop. Là. Probablement qu'on ressemble quand même assez aux États-Unis en termes de population, mais ça demeure que qu'est-ce qu'il y en a exactement au Québec? On ne sait pas. On ne sait pas. Un sujet intéressant, oui. C'est ça. Alors, j'ai reçu quelques questions ici à propos du traitement du MGUS. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas dans le traitement? Comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans une étude clinique sur MGUS ou myélome multiple
indolore. Alors, peut-être on pourrait juste expliquer un peu le processus avec les essais cliniques et les médicaments approuvés. Est-ce que vous pouvez peut-être juste expliquer un peu de ça? Oui, c'est une grosse question. Ouais. Ben juste avant, peut-être, si on parle du MGUS, pourquoi on ne le traite pas? C'est que, ben de un, il y a différentes choses. On n'a pas d'études sur le sujet. Puis en général, en médecine, on aime ça avoir une étude qui montre que quelque chose est efficace, puis qu'on ne cause pas plus de tort aux patients. Parce qu'il faut quand même dire, c'est quand même des médicaments quand on traite un myélome indolent à haut risque ou un myélome multiple, c'est des médicaments qui mettent à risque de toutes sortes d'effets secondaires, un risque d'infection. Des fois, on est plus fatigué, on a des pertes d'appétit, puis tout ça. Donc, ça a des impacts importants. Puis, si on se mettait à traiter tous les patients qui ont un MGUS, ben à quel point on préviendrait la progression vers le myélome multiple, ce serait probablement un petit nombre de patients versus la grande quantité de patients qu'on traiterait, puis qui subiraient différents effets secondaires, une perte de qualité de vie. Donc, c'est un peu pour ça. L'autre chose, c'est que, contrairement au cancer du sein, par exemple, ou cancer de l'intestin, on n'a pas vraiment, on ne sait pas si un traitement très précoce va vraiment permettre d'améliorer la qualité, la survie, de diminuer le risque de progression à long terme. Donc, c'est un peu pour ça que c'est pas possible d'avoir de traitement pour les MGUS. Après ça, ben, c'est certain que quand on va traiter un myélome indolent, en partie, ce qu'on va aimer, c'est de le faire dans le contexte d'une étude clinique. Donc, il y a différentes formes d'études cliniques. En général, là, ce que je vous ai présenté, c'est plutôt des études qu'on appelle là, de phase 3, où, ben, tu sais, il y a si on est accepté pour faire partie de l'étude, ben, il va y avoir, disons, une pige au sort qui va déterminer si vous avez un traitement actif, vous n'avez pas de traitement, vous avez un traitement plus standard, par exemple, là, qui pourrait être seulement là, les 2 pilules là, de Revlimid puis de dexaméthasone. Puis, vous allez être suivi pendant un certain temps. Souvent, c'est pendant quelques années pour voir l'évolution des choses. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour pouvoir comparer puis pour pouvoir aussi savoir est-ce que nos traitements sont efficaces, puis est-ce que ça vaut la peine, par exemple, d'être plus agressif dans le traitement là, du myélome indolent pour obtenir une réponse là, qui est plus importante aussi. Là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là. Ouais, mais je pense que j'ai deux commentaires à faire. Le premier, c'est que au Canada, même pas au Québec, mais au Canada, si je ne me trompe pas, dans le MGUS puis dans le myélome indolent, il y a seulement une étude clinique qui est en cours présentement. Puis historiquement, je pense pas qu'il y en a eu, peut-être il y en a eu quelques-uns de plus, mais je ne pense pas. Alors, pour se faire traiter dans le contexte d'études cliniques, c'est presque impossible. Et l'autre chose que je dirais, un commentaire que j'ai entendu il y a quelques années, quand les études ils ont commencé avec le MGUS et le myélome indolent, on disait OK, on va les traiter, mais qu'est-ce qu'on fait après, une fois que cette personne-là elle va avoir le myélome, même si la personne, ça va prendre comme 5 ans de plus pour avoir le myélome, c'est quoi le traitement qu'on va donner dans ces 5 ans si on a déjà utilisé les traitements dans la période indolente? C'est sûr qu'on peut venir plus rapidement, disons, en cours de traitement. C'est certain que l'autre chose aussi, des fois, qu'on se demande, puis qu'on n'a pas de réponse claire, puis on en discutait ici dernièrement, c'est est-ce qu'on n'est pas mieux juste d'observer le myélome indolent, ne pas le traiter, même s'il est à haut risque, puis d'attendre qu'il soit rendu au myélome multiple, puis à ce moment-là, de le traiter avec tous les meilleurs agents qu'on a, au lieu de traiter comme à moitié, puis après ça, d'être un peu pris, à être limité là, dans les traitements qu'on peut donner dans le futur. Donc, c'est différentes options valables qui sont aussi très adéquates là, de discuter avec votre médecin. Puis des fois, ça peut être correct aussi seulement juste d'observer de près, là, puis de voir là, comment les choses évoluent. Puis, mais je pense effectivement.
Je pense Je qu'il y pense, a plus de questions que de réponses à l'instant. C'est ça ouais. le problème. Ouais. Ouais. Puis c'est certain qu'avec aussi le fait qu'il y a il y a plus de traitements qui commencent à être disponibles, il y en a d'autres qui vont probablement être approuvés dans les prochaines années, des différents anticorps ou différents agents d'immunothérapie qui vont probablement aussi donner plus d'options, disons un plus gros arsenal, puis peut-être d'autres options aussi pour traiter le myélome indolent qui va nous donner un coup de pouce, là. Mhm, mhm. J'ai compris. Merci beaucoup. Euh, Ici, on a une question. Est-ce qu'il y a des données? On a parlé de la progression du myélome indolent. C'était comme 10%, puis ça diminue avec le temps. Mais l'âge à quel quelqu'un est diagnostiqué, alors disons quelqu'un qui est diagnostiqué à l'âge de 45, qui est assez jeune pour être diagnostiqué avec ces conditions-là, est-ce qu'ils ont un risque plus haut, plus élevé pour la progression, moins? Est-ce qu'ils ont une maladie plus agressive? Est-ce qu'il y a des données? Ben, il y a différentes choses. C'est sûr que de un, si on est diagnostiqué à l'âge de 40 ans ou 45 ans, on dit l'espérance de vie au Canada est à peu près jusqu'à 80 ans. Donc, la probabilité quand même que dans sa vie qu'il ait un cancer, qu'il ait le myélome multiple est assez élevée et presque d'une chance sur deux là, au final. Là. Ou en tout cas de 40 là, disons. Donc, de un, il y a ça qui est quand même un gros risque. Là. Donc, oui, c'est sûr que c'est le genre de patient que on ne dira pas qu'on donne congé puis qu'on revoit jamais, là, dans le sens que ça va nécessiter un suivi, là, surtout à moyen long terme. Après ça, en général, c'est sûr que plus on est âgé, en général, le risque de se transformer ou de progresser est plus élevé. Mais en même temps, chez des très jeunes patients, des fois l'évolution est un peu plus particulière au sens que ça peut être associé à différentes mutations génétiques qui peuvent favoriser ou qui peuvent malheureusement, là, disons, aider à la progression là, vers le myélome multiple, vers une forme plus cancéreuse. Là. OK, merci. Question ici, ça dit, la protéine M pourrait être visible dans le test 24 heures en tout temps ou le moment où le MGOS ou le myélome multiple sont rendus à un certain moment seulement. Ouais. En fait, la protéine dans les urines, même chez les patients qui ont la forme cancéreuse, est plutôt, elle peut être présente chez certains patients, puis d'autres patients, on la retrouve presque jamais ou seulement là, quand ça va vraiment, vraiment mal. Donc, c'est plutôt variable. Elle n'est pas toujours là. Parfois, elle peut être là dans un MGUS, même très peu sévère, on va la retrouver. Puis d'autres fois, on la retrouvera juste pas là. Puis, c'est sûr que ça dépend aussi, il y a un aspect un peu technique, là, comment on vérifie la présence de cette protéine-là. Actuellement, au Canada, en tout cas au Québec, là, parce que c'est plus là que je suis au courant, là, c'est plus une technique d'immunofixation. Mais comme ici aux États-Unis, on est en train d'essayer, autant dans le sang que dans les urines, d'autres techniques plus précises qu'on appelle de spectrométrie de masse qui permettent d'aller détecter peut-être plus facilement là, cette protéine-là, puis peut-être que ça va changer, on va être plus capable de la détecter là, plus facilement. Mais donc, c'est ça, c'est plutôt aléatoire, puis on ne sait pas trop pourquoi. Là. Certains patients, ça va être très facile de les suivre avec la protéine dans l'urine, puis d'autres, ça ne donnera pas grand-chose. Là. Ça va être plutôt complexe et la majorité du temps, ça va être négatif. Là. Fait que ça, souvent, c'est bien d'en avoir une de base, là, puis après ça, on voit un peu. OK, merci. La prochaine question, la personne veut vraiment juste savoir, en résumé, quels symptômes pourrait le médecin à faire une investigation plus poussée? Alors, c'est quoi les symptômes qui sont les plus les symptômes que vous voyez dans votre pratique que peut-être qui va vous dire, oh, peut-être on devrait faire un peu plus de tests avec cette personne-là que les bilans réguliers. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui. C'est quoi vraiment les symptômes à être aware of, de savoir? Ouais. Oui, mais c'est sûr qu'en général, c'est quelque chose qu'on va demander. En fait, si on retrouve un peu les caractéristiques du myélome. Donc, tu sais, chez une personne qui a une insuffisance rénale,
qu'il y a des reins qui fonctionnent moins bien, en général, les néphrologues vont aller rechercher là, de ce côté-là. Même chose, quelqu'un qui a une augmentation du calcium, quelqu'un qui a des lésions au niveau des os, ben souvent, ça va faire partie là, du bilan qu'on va faire. On va aller chercher, voir si on ne retrouve pas là, la protéine au niveau du sang. Même chose, des fois, là, des personnes qui ont des pertes de poids un peu inexpliquées, qui font de la fièvre, qui n'ont pas vraiment là, un peu ou de la fatigue là, chronique inexpliquée, qui ont un peu tout ça ensemble, ben, des fois, ça peut être une autre raison là, pour laquelle on va aller essayer là, de voir s'il n'y a pas là, une gamopathie, s'il n'y a pas une protéine qui est anormale au niveau du sang. Mais je vous dirais, surtout pour le MGUS, souvent, la majorité des patients qu'on voit, c'est des tests qui ont été faits plus quasiment de routine ou puis on attrape ça là, par hasard, puis il n'y avait pas nécessairement là, le patient n'a pas de symptômes ou n'a pas de problème là, associé à ça. Là. Mais disons, les reins, les os, le calcium, l'anémie aussi sont pas mal là, les causes là, principales là, pour lesquelles là, on va aller chercher, s'assurer qu'il n'y a pas de protéine là, qui est présente là, dans le sang. Okay, merci. On a parlé un peu de le myélome indolent et les règles 20-2-20 qui dit si la personne est à haut risque ou non. Peut-être, je pense que c'est les deux qu'ils ont un risque plus augmenté de progression dans les 2 prochaines années, c'est ça? Alors, une personne comme dans cette situation-là, est-ce que un test génétique, il y a de la valeur? Est-ce que c'est recommandé à faire à ce point-là, un test génétique? Est-ce que c'est indiqué? Bien, premièrement, il n'y a pas vraiment de tests génétiques qui permettent de dire que, bon, vous avez le myélome ou le myélome indolent ou le MGUS ou quoi que ce soit d'autre, ce qui est aussi bien compliqué, là, les histoires de dépistage familial puis tout ça. Ça, c'est la première chose. Toutefois, c'est certain que chez les patients qui ont d'habitude, quand on a un myélome indolent, ben, on va avoir une biopsie de moelle osseuse. C'est pas mal 100% du temps. Puis à ce moment-là, on va faire un prélèvement pour aller vérifier là, la quantité là, de plasmocytes, mais dans les prélèvements, on va en garder aussi pour analyser, pour voir s'il n'y a pas des anomalies là, génétiques qui effectivement là, pourraient ou pourraient ne pas là, disons, protéger contre la progression là, vers le myélome multiple. Fait que oui, ce qu'on appelle là, la cytogénétique ou les fiches qu'on va aller faire là, sur le prélèvement là, de moelle osseuse qu'on va envoyer là, pour analyser. Là. Puis ça peut nous donner aussi une idée là, du risque de progression. Là. Même il y a des nouveaux guidelines où on rajoute là, ce risque-là au 20-2-20 pour voir qu'est-ce qu'il y en est. OK. Alors, c'est J'ai essayé plus d'informations. Exact. J'ai essayé de garder ça simple pour que. Mais en tout cas, j'ai reçu un joli commentaire. Je vais vous lire. Conférence très intéressante. J'aimerais vous entendre dans une future conférence sur les soins, les médicaments et les traitements sur le myélome multiple. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour Merci. ce commentaire-là. Et on a aussi une question ici. Je ne sais pas si moi, j'ai jamais entendu de ça. Peut-être vous. Est-ce que la M-protéine comporte les enzymes NMT1 puis MNT2? NMT ou P? NMT1 puis MNT2. C'est une bonne question, je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Mais peut-être qu'il y a à une ma erreur. connaissance, rapidement comme ça, non. OK, ben, c'est bon. S'il y a quelque chose à corriger, s'il vous plaît, corrigez-le dans la question, puis je vais la reposer après parce qu'on est presque à la fin. Oh, on est à la fin. Alors, juste une dernière question que je vois ici, juste pour répondre, parce qu'on a répondu presque à toutes les questions. Alors, ça serait dommage de ne pas finir ces deux questions ici. Alors, quand on entend que quelqu'un est décédé comme d'un cancer de eau,
est-ce qu'il y a un lien avec le myélome multiple? Est-ce que c'est peut-être un problème de sensibilisation, de communication, ou est-ce que vraiment il y a un cancer de haut puis les personnes meurent du cancer de haut, ou c'est vraiment un cancer comme le myélome multiple qui pourra causer quelque chose comme ça? En fait, oui, il y a différentes options possibles. C'est difficile. Effectivement, il manque un peu de précision pour bien répondre à la question. Tu sais, c'est certain que oui, on peut décéder, disons que le myélome peut donner toutes sortes de problèmes au niveau ça peut être un cancer qui s'attaque aux os, mais par exemple, le cancer de la prostate, le cancer du sein, puis il y a des cancers des os aussi. Disons, c'est pas mal les 4 sortes de cancers, grandes familles de cancers là, qui vont s'attaquer aux os, qui sont possibles, qui peuvent euh, causer là, après ça là, un décès. Mais un cancer du poumon peut aussi aller, quand il est rendu avancé, aller se loger dans les os, puis ainsi de suite. Là. Mais le myélome, disons, une attirance assez élevée vers les os, puis peut donner toutes sortes de problèmes. Là. Puis même au stade de MGUS, de plus en plus, c'est comme nous ici, nos patients, on les fait voir par des endocrinologues qui s'occupent seulement des os parce que de plus en plus, on voit que des fois, un traitement pour protéger les os va aider là, à long terme là, à prévenir là, le risque de fracture, même si le patient ne développera jamais de myélome. On voit quand même que cette protéine-là qu'on a dans le sang, elle aime ou elle n'aime pas beaucoup les os, là, dépendant comment vous, vous voulez le voir, là, mais c'est... Oui. Je pense qu'il ne l'aime pas. Ouais. Alors, la dernière question, juste pour une précision, comme on est myélome Canada, la personne a demandé une question, c'est pourquoi on appelle ça le myélome multiple? C'est quoi l'aspect multiple du myélome? On va terminer avec cette question. Oui, c'est une bonne question, ça. En fait, je pense que les différentes atteintes sont multiples. Là. Ça peut donner toutes sortes de problèmes qui sont plutôt là, variés, qu'on ne retrouvera pas nécessairement en général avec les autres cancers aussi, là, parce que ça donne de l'anémie, ça donne des problèmes au niveau du sang, au niveau du système immunitaire, mais ça attaque les os, ça attaque les reins. Ça peut donner des problèmes de peau, fait que c'est assez, disons, systémique ou disons que ça peut donner toutes sortes de problèmes très différents les uns des autres. Là. À cause de cette mauvaise habitude de la protéine d'aller se loger, qui peut aller se loger un peu partout, puis donner du problème là, à ce moment-là. Là. Dans le sens que c'est pas juste localisé sur le poumon ou sur le sein, sur l'intestin, c'est d'emblée un peu partout, puis elle prend plaisir là, à aller se loger dans des endroits où on ne voudrait pas qu'elle ait. J'ai posé cette question plusieurs fois à des conférences dans le passé et j'ai reçu cette réponse-là, mais j'ai aussi reçu la réponse que comme avec les plasmocytes, comme ils sont polyclonales, et c'est pas une maladie, mais c'est beaucoup de différentes maladies. Est-ce que ça pourrait aussi expliquer? Oui, effectivement. C'est vrai que les plasmocytes sont souvent des fois très différents. Des fois, il y a un clone qui prend le dessus sur les autres, mais oui. Alors, c'est ça. Ben, puis ça explique aussi la variété de. Tu sais, souvent, il n'y a pas un patient qui a un myélome ou souvent, ils vont se présenter un peu de manière différente. Puis même chose, même pour le MGUS, quand il y a des symptômes ou pourquoi il y en a un qui a ça, puis l'autre n'a pas. Puis... Alors, ouais, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de différentes options. Le menu est grand. Ouais. Alors, on souhaite ça à personne. Non, Alors, exactement. Alors, Dr. Claveau, merci beaucoup encore d'avoir pris ce temps de nous joindre aujourd'hui pour pouvoir donner votre temps aujourd'hui pour nous faire apprendre du MGUS puis le myélome indolent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et aussi une bonne fin de votre fellowship au Mayo Clinic aux États-Unis. On a hâte qu'un jour vous retournez au Québec. Merci beaucoup. Puis s'il y avait d'autres questions, n'hésitez surtout pas là. Vous pouvez m'y envoyer. Là. Ça me fait plaisir d'y répondre. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.